C'est avec Roxane que nous enchaînons sur cette troisième séance. C'est l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur la façon de gérer les exercices imposés. Donc pour cette troisième séance, il s'agissait de travailler avec Roxane, une toute jeune comédienne avec qui justement j'avais déjà fait une séance il y a à peu près 1 an. En gros, ses parents sont des amis. Et là, justement, l'idée c'était de travailler vraiment avec des thèmes imposés. Puisque forcément, en tant que comédienne, elle veut vraiment avoir tout un panel d'images différentes, où justement elle est capable de montrer divers sentiments. Donc en gros, on en avait listé un certain nombre. On avait listé la joie, la tristesse, la peur, l'orgueil, ou la condescendance, et une belle photo un peu de l'amour. Pour chaque thème qui était développé à l'avance, j'ai pris le temps de réfléchir à différentes idées. Alors notamment pour la joie, l'idée c'était vraiment de la montrer joyeuse, en l'air, en train de sauter, et de pouvoir justement la saisir au flash dans un environnement neutre, en l'air avec un beau sourire, et arriver à la figer pile poil, on va dire en totale apesanteur. Pour tout ce qui était la peur, justement, je pensais vraiment faire quelque chose où elle était un petit peu acculée dans ses derniers retranchements. Il fallait qu'elle soit coincée au fond d'un angle, comme si en fait elle se retrouve face à une meute de molosses avec de grosses dents, et en fait avec pas de possibilité de fuite, mais malgré tout les chiens sont quand même en laisse. Donc en fait ils peuvent aboyer à 50 cm de son visage. Donc c'est à peu près, on va dire, le genre de choses que je voulais faire. Après maintenant, pour tout ce qui concernait le charme, l'idée c'était de lui passer justement une belle robe de soirée, de la maquiller, mais d'avoir quand même quelque chose qui soit pas trop voyant. L'idée c'était quand même d'avoir un maquillage qui soit neutre, raffiné, doux, avec une belle coiffure bien aérée. Et pour finir, en ce qui concerne justement l'orgueil, la condescendance, l'idée c'était vraiment d'avoir quelque chose qui lui donne vraiment un petit peu, on va dire, le profil d'une institutrice ou d'une prof dans un internat. Dans le choix des vêtements, j'avais convenu déjà de quelque chose avec les parents de Roxane. C'est déjà de faire une sélection dans sa garde-robe, parce que forcément on n'a pas de styliste, il n'y a pas énormément de moyens, on n'a pas 1000 costumes à notre disposition, donc forcément on joue un petit peu avec la garde-robe des uns et des autres. Et dans le cas de Roxane, on a pioché des choses aussi bien d'ailleurs dans la garde-robe de la fille que dans la garde-robe de la mère. Et l'idée c'était bien sûr de faire une sélection des vêtements en fonction des scénettes que l'on voulait mettre en image. Et après maintenant, le choix a été on va dire un choix plutôt collégial, où justement la mère a donné quand même aussi son point de vue, son avis. Déjà, en effet, ça rassure les parents, mais ça évite aussi de faire quelquefois des erreurs. Dans le cas de Roxane, c'est quand même une adolescente, dont je voulais quand même pas lui mettre des choses trop transparentes sur le corps, ou ne serait-ce que dans la partie glamour. On voulait que ça soit un peu classe, un peu glamour, mais quand même pas trop sexy. Souvent, lorsqu'on doit faire des portraits, que ce soit avec des enfants ou même que ce soit avec des proches, etc., on est aussi confronté au problème justement de l'environnement familial du sujet. Alors, s'il y a vraiment un conseil phare que je donnerai à tout le monde, c'est arrangez-vous pour que éventuellement il participe d'une certaine façon à la préparation de la prise de vue. Je pense que ça les sécurise de savoir qu'ils sont là et qu'ils contrôlent en gros ce qui va se passer. Mais surtout lorsque vous passez en phase de shooting, il ne faut surtout pas qu'il y ait de proches présents. Si vraiment vous n'avez pas le choix et vous ne pouvez pas les écarter ou les mettre ailleurs, alors surtout il faut qu'ils sortent du champ visuel du sujet et qu'ils ne l'ouvrent pas du tout. Il faut vraiment que le sujet arrive à les oublier totalement, car bien souvent,
que ça soit d'ailleurs un enfant, ou une épouse, ou un frère, ou une mère, la présence de l'autre va quand même inhiber un peu ses réactions. Parce qu'on croit que oui, bon, c'est la famille, il n'y a pas de secret, etc. De toutes les façons, il y a toujours des secrets. On a tous un jardin secret, et quelquefois, on est capable de le donner à d'autres, mais on n'est pas trop capable de le donner justement devant ses proches. Donc c'est pour ça qu'en règle générale, écarter les proches, parce que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Et dans le cadre de cette séance, cela se justifiait encore plus, car elle devait justement jouer un certain nombre de personnages. Donc elle devait sortir un petit peu de ses gonds. Lorsqu'on doit exprimer par exemple une peur bleue devant ses proches, ce qui se passe souvent, c'est que les proches sont quelquefois surpris, des fois rigolent, des fois ils mettent des commentaires, des choses comme ça. Or justement, les états dans lesquels on doit se mettre lorsqu'on fait une séance de prise de vue sont des états qui sont vraiment très fragiles. Et le moindre commentaire inapproprié fait que tout tombe par terre. Donc pour éviter ce genre de soucis, mieux vaut ne pas avoir de proches. Alors en ce qui concerne le maquillage et la coiffure, vu qu'on avait différentes étapes à traiter, ou bien alors différentes expressions à traiter, le but du jeu pour moi était de commencer par le plus compliqué, ou bien alors le plus chronophage. C'était bien sûr de faire la photo glamour avec la robe où tout est impeccable, mais malgré tout je ne voulais pas quelque chose qui soit ostentatoire, c'est quand même une adolescente. Donc il fallait quand même quelque chose qui soit sobre, un peu chic, qui soit quand même un peu voyant mais pas trop. Justement, je n'aime pas trop les maquillages type mode avec les contours des yeux très très charbonneux. Au contraire, j'estime que la forme de l'œil doit être bien soulignée, sans pour autant exploser tout ce qu'il y a autour pour refaire sortir la couleur des yeux, et qui, au fond, quand je regarde les images, elle ne ressort pas trop, elle est souvent enterrée par tout le noir qu'il y a autour. Donc je voulais vraiment quelque chose qui soit simple et beau, et sachant que plus on allait avancer dans l'ordre des séquences, et bien plus le maquillage allait s'alléger. Par exemple, pour la partie glamour, on voulait de belles couleurs, etc. Après, pour la partie orgueil, condescendance, etc., pouvoir, on voulait quelque chose qui soit un petit peu plus strict, jusqu'à aller justement à la partie tristesse, où là, carrément, il fallait carrément détruire le maquillage, puisque forcément, il fallait des larmes, des pleurs, etc. Et pour finir, arriver à l'étape de la joie, où justement il n'y avait pas du tout de maquillage, c'était quelque chose où on pouvait vraiment voir son visage resplendir. Souvent, lorsque l'on fait ce genre de séance un petit peu sur le pouce, on va dire, avec les moyens du bord, on n'a peut-être pas à disposition un vrai coiffeur, avec une maquilleuse, donc faut un petit peu faire ça avec justement les proches qui veulent participer. Une mère, c'est quelqu'un d'idéal pour pouvoir maquiller justement une fille. Où on peut avoir le même type de rapport entre le père et son fils pour les vêtements par exemple. C'est toujours important de pouvoir faire participer les proches. Déjà, ça les rassure sur le type d'image que l'on veut obtenir, ça les intègre de façon collaborative à la séance de prise de vue, mais bien sûr, au moment du déclenchement, mieux vaut ne pas imposer leur présence en tout cas. En ce qui concerne l'éclairage, pour cette séance, j'ai utilisé plusieurs éléments. Toujours bien sûr des flashs déportés, là j'en avais juste 2. Et un premier flash, donc pour la lumière principale, était derrière un parapluie diffuseur. Et un deuxième flash m'assurait le contre-jour et il était enveloppé justement d'une petite coque pour avoir une lumière un peu plus directionnelle. Pour éviter que le contre-jour n'éclaire tout le sujet, l'idée c'est de se servir du contre-jour pour illuminer, dans le cas de Roxane, une partie de sa chevelure. À un moment, j'ai eu aussi besoin d'utiliser le réflecteur, notamment pour la partie glamour, et je l'ai utilisé avec la face dorée. L'avantage de la face dorée, c'est qu'elle réchauffe un peu les couleurs, et ça permet de rendre le sujet, en tout cas plus accessible
que si on met un réflecteur blanc qui donnera forcément une lumière neutre, voire froide. Donc l'idée c'était de la réchauffer, mais juste un petit peu, notamment dans la partie des ombres du visage. Comme dans la première séance avec Mélissa, je me servais toujours d'un flash Cobra monté sur l'appareil, en mode manuel et à puissance minimum. Donc celui que j'utilise permet une puissance minimale de 1/128e. Donc c'est vraiment très très peu, mais c'est juste assez pour pouvoir déclencher les flashs distants. Même si cette séance a été faite en pleine lumière du jour, déjà on était quand même dans un intérieur, et la lumière du jour m'aidait juste à faire la mise au point. Vu que j'avais choisi une vitesse de synchronisation très élevée, en gros, à un 250e, si les flashs ne se déclenchent pas, la scène est totalement noire. Donc en effet, même si la lumière du jour pénètre, il suffit de choisir une vitesse d'obturation rapide et une sensibilité, on va dire maximum de 400 ISO pour que justement elle ait très très peu d'influence sur la scène en fait. Nous avons terminé cette séance avec la joie qui était beaucoup plus libre. Et encore, libre, c'est vraiment entre guillemets, puisqu'on avait choisi donc de la faire sauter à partir d'un petit talus et de la saisir pendant qu'elle est en plein vol avec les bras grands ouverts. Et l'idée, pour pouvoir la figer correctement, je me suis servi toujours des deux flashs, donc le flash principal derrière le parapluie en mode diffuseur, et le flash en contre-jour, qui lui était équipé justement du diffuseur que j'ai utilisé lors de la séance avec Mélissa. Et c'est cet ensemble-là, avec bien sûr une vitesse de synchronisation maximum, qui m'a permis de limiter l'effet de la lumière ambiante, même si la lumière ambiante reste quand même présente, puisque là nous étions dehors. Au début, pour chaque sentiment que nous voulions traduire, je voulais faire 3 cadrages, c'est-à-dire un premier large où le personnage est en pied, un deuxième en plan américain en gros, c'est-à-dire jusqu'en dessous de la poitrine, et un troisième plan serré que sur le visage. Même si dans certains cas j'ai eu l'occasion de le faire, notamment dans la condescendance, dans certains cas Roxane avait une telle posture que c'était pas vraiment nécessaire de faire justement des plans serrés. Le plan que l'on avait choisi était idéal, et en plus ce qui m'importe c'est l'usage qui va être fait des photos. Ces photos-là seront utilisées principalement pour faire un composite, donc un document qui fait à tout casser un format A4. D'ailleurs le plus courant c'est un document au format A5. Donc même s'il faut que je recadre une des photos prises en pied, ça ne va quasiment rien changer dans la qualité du document. Donc finalement, c'était pas vraiment nécessaire d'aller chercher des cadrages qui auraient été plus compliqués ou plus hasardeux. Pendant certaines séances, il m'arrive de montrer au modèle ou au sujet quelques photos prises avec l'appareil. Déjà, c'est pas quelque chose que je fais de façon systématique, car souvent ça casse un peu le rythme de la séance, mais en tout cas, avec certains modèles, ou avec certaines personnes, le fait de pouvoir montrer, on va dire pendant les 10 premières minutes de la séance, quelques images réussies, servent justement à mettre le sujet en confiance. Ça sert à mettre le sujet à l'aise, ça sert que le sujet lâche un petit peu la pression, se retrouve un petit peu plus à l'aise dans son corps et bouge de façon plus naturelle, car là maintenant il est en confiance. Il sait que malgré sa tête, malgré son visage, malgré ses défauts, que la photo peut être facilement réussie. Donc là, bien sûr, n'hésitez pas à utiliser cet artifice-là, si ce n'est que il ne faut vraiment pas le faire de façon systématique, car souvent dans une séance, il y a un moment où le modèle est tellement bien ancré en lui-même que obligatoirement lui montrer lui ferait sortir de ses gonds, sortir de son centre. Et c'est ça qui risquerait d'être dangereux si c'est pratiqué de façon systématique.
par exemple, Mélissa n'a pas du tout voulu voir les photos, même pas une seule. Elle attendait que le résultat. Avec Claudia, par exemple, je lui en ai montré quelques-unes juste au début, histoire de la rassurer, et après, tout s'est fait, non pas d'un seul tenant, mais en gros, je n'avais pas besoin systématiquement de lui montrer à chaque fois qu'on changeait de scène. En revanche, avec Roxane, à chaque nouvelle scène que l'on devait photographier, elle avait vraiment besoin de ça pour se sentir dans le truc, dans l'ambiance, et même quelquefois justement demander à ses parents de venir voir que telle ou telle image était plutôt réussie. Donc comme quoi, il n'y a pas vraiment de règles absolues, et là où l'exercice semblait plus évident avec Roxane, c'est que nous avions plusieurs sentiments à traduire. Donc c'était une grosse séance qui était un ensemble de mini-séances. Donc à la fin, dans chaque mini-séance, comme on partait sur autre chose, on pouvait facilement faire un break pour que les parents, ou les proches, ou même elles-mêmes, surtout, voient en tout cas là où les photos significatives. Que cela soit un exercice imposé ou une séance de photos informelle, je trouve que c'est vraiment important de maintenir toujours un lien avec le sujet, ou les sujets si c'est par exemple un couple que l'on photographie. Alors bien sûr, dans certains cas, ça va pas être nécessaire parce que bon, directement le sujet part en vrille un peu tout seul, passe par différentes expressions, est extrêmement vivant, et c'est quelqu'un qui aime, enfin avec les gens exubérants, en effet, on a quasiment pas grand chose à faire, si ce n'est cadrer et les saisir au bon moment. Mais quelquefois, avec certaines personnes qui peuvent être un peu intimidées devant l'appareil photo, il est important de pouvoir toujours maintenir le lien avec elles. Donc c'est quelquefois les parler, les rassurer, leur dire vraiment ce qu'on ressent. Moi je sais que souvent lorsque je fais une séance de photo avec qui que ce soit d'ailleurs, je m'efforce d'être le plus doux possible, éviter de parler fort, je ne veux surtout pas brusquer la personne pour que justement pour qu'elle s'ouvre un peu comme une fleur. C'est quelque chose de très délicat. Des fois ça peut prendre 2 minutes, comme des fois ça va prendre 3/4 d'heure. Et si à un moment ou à un autre, je manifeste de l'impatience ou je piaffe, la personne ne va pas s'ouvrir plus, au contraire, elle va se refermer. D'ailleurs, avec moi, lorsque l'on me brusque pour obtenir un résultat, on n'obtient jamais le résultat. Donc je préfère justement utiliser ce que moi je préfère avec d'autres, et la plupart du temps ça marche. Bien sûr, tout dépend de quel sentiment que l'on veut saisir. Mais dans le cas de Roxane, il y a eu justement un moment où nous devions traiter de la tristesse. Et à ce moment-là, il fallait quand même qu'elle se prépare, il fallait quand même qu'elle se concentre un peu. Bien sûr, on a quand même voulu préparer un peu le terrain, on a joué en lui mettant par exemple des gouttes dans les yeux, ou en étalant un petit peu le noir sous ses yeux pour vraiment donner l'impression que c'est une personne qui a déjà pleuré ou qui est en train de pleurer. Mais à un moment donné, avec une musique un peu appropriée, elle s'est vraiment concentrée et c'est venu d'elle-même. Et c'est quand même quelque chose déjà d'émouvant d'avoir quand même quelqu'un qui pleure en face de soi, qui s'ouvre à l'autre en lui disant « je pleure pour toi ». Donc l'idée c'est vraiment de respecter ces moments-là, et que si on a éventuellement des indications à lui donner, les lui donner encore avec encore plus de douceur. Il faut vraiment que ça soit, imaginez ça comme si c'était une sorte
de Boeing 747 que vous êtes en train de piloter, quoi. On va pas faire on va pas faire un gros break à gauche avec un gros virage à 90 degrés d'un coup. Non, au contraire, il faudra l'amener lentement, corriger l'assiette pour amener le sujet là où on souhaite qu'il arrive. Donc l'idée, c'est que surtout quand vous faites des photos d'un personnage qui est sous l'emprise d'une émotion, restez toujours le plus doux possible. Le plus doux possible. Et surtout, quelquefois, il est même nécessaire de mettre en jeu un certain nombre de petits scénarios. Du genre, par exemple, pour la partie où nous devions traiter de la colère, je n'ai pas hésité à lui dire, n'hésite pas, insulte-moi, t'inquiète pas, je vais pas me fâcher ou quoi que ce soit. Mais s'il faut carrément que tu m'insultes et que tu me dises des insanités pour être bien dans la partie colère, eh bien n'hésite pas, lâche les chevaux. Et quelquefois, ça marche. Quelquefois, ça marche, quelquefois, ça marche pas. Mais en tout cas, on va dire qu'avec ces ingrédients-là, on sait que c'est à peu près tout pour que ça marche. Pour d'autres portraits, des portraits par exemple informels, n'hésitez pas à faire parler votre sujet. Bien sûr, faites-le parler d'un thème qu'il aime. Si la personne aime la cuisine par exemple, n'hésitez pas avant d'aller la voir à vous documenter un petit peu sur la question, bien alors si elle recette qu'elle a faite, ou si c'est par exemple un chef, eh bien la recette grâce à laquelle le chef a gagné une étoile supplémentaire ou quelque chose comme ça. Et n'hésitez pas à leur faire parler des choses qu'ils aiment et vous verrez tout de suite leur regard changer, vous verrez tout de suite une petite lumière dans leurs yeux, quelque chose qui quelquefois n'appartient qu'à eux. Mais lorsqu'ils arrivent à révéler cette chose-là, que les personnes soient belles, qu'elles soient pas belles, qu'elle ait un œil crevé, qu'il leur manque 4 dents ou quoi qu'est-ce, à partir du moment où on arrive à avoir cette étincelle-là dans leurs yeux, la photo est réussie. Et même si ce n'est pas, on va dire, un beau visage, eh bien là, le portrait, lui, sera beau. Dans les différents exercices imposés qu'on avait avec Roxane, quelquefois, pour simuler la colère, ou pour simuler la peur, ou pour simuler, d'ailleurs, quels que soient les sentiments que nous devions illustrer avec un portrait d'elle, je n'ai pas hésité à monter des petits scénarios où justement des fois je jouais le rôle du méchant, où je jouais le rôle de la personne qui va s'en prendre plein la tête. Et il ne faut pas hésiter à donner de sa personne aussi bien en termes d'imagination. Imagine que tu es dans un petit coin et qu'il y a par exemple un gros molosse qui est attaché à une chaîne et que celui-ci il aboie à 30 cm de ton visage par exemple et qu'il n'y a pas d'échappatoire, ou imagine que tu es complètement fermé dans un placard et que moi j'arrive avec une grosse hache et que je vais te découper en morceaux. N'hésitez pas justement à faire comme ça des petits jeux où forcément l'idée c'est d'en mettre beaucoup plus que pas assez. Et c'est en mettant plus que pas assez qu'on arrivera à trouver la note juste. Il est préférable que le sujet, en tout cas s'il doit jouer ou simuler quelque chose, qu'il en fasse plus et qu'on le restreigne, plutôt qu'on lui tire tout le temps les vers du nez en lui demandant à chaque fois encore plus, encore plus, encore plus. Car dans ce cadre-là, déjà, le sujet risque de s'essouffler. Nous-mêmes aussi, on risque d'être... même si agacer peut être un mot fort, mais une parole peut très vite déraper. On peut très vite toucher le sujet, et là, à ce moment-là, plus on essaie d'aller chercher les choses, plus le sujet est fermé comme une huître, quoi. Donc vraiment, mettez en place des choses, que ça soit toujours ludique, même si vous devez exprimer des sentiments graves. Cette dimension ludique-là doit toujours exister pour que justement le personnage où le sujet photographié puisse le faire avec le plus d'ardeur possible. Voici donc mes images préférées pour la séance de Roxane. Alors, j'aime bien cette première séance où nous avons principalement travaillé
le côté glamour, soirée, etc. Elle est relativement simple. Il n'y a pas grand-chose en matière de décor, si ce n'est justement ce joli petit fauteuil sur lequel elle est assise. Et j'aime assez le traitement de la lumière sur cette image, avec le parapluie qui était placé à droite et un flash qui éclairait la scène en contre-jour. Alors ce petit flash de contre-jour était prévu pour illuminer sa chevelure, mais vu que la chevelure est passée du côté droit, j'ai bien aimé le petit rayon de lumière qu'il envoie sur son visage et qui lui éclaire le bout du nez. Je trouve ça très joli, en tout cas c'est quelque chose qui me parle particulièrement sur cette image à la composition relativement classique. Bien sûr, comme l'ouverture était calée avec une cellule à main, donc en gros j'ai choisi quelque chose comme F9 pour avoir une assez grande zone de netteté sur toute l'image et pour éviter les problèmes de mise au point. Mais globalement, cette image, je la trouve assez bien composée. J'aime bien les reflets de la chaise sur le sol, le reflet de ses talons aiguilles sur le sol et l'attitude qu'elle a qui est relativement douce, relativement neutre. Mais tout de même un peu volontaire. Toujours dans le cadre des images glamour que nous avions faites pour son composite, j'aime assez celle-ci, avec toute la chevelure autour de son visage fin et plutôt allongé. J'aime bien aussi le petit contre-jour qui vient illuminer ses cheveux, et globalement pour moi cette image fonctionne. Elle fait quand même partie de mes préférés. Alors, à sa décharge, ce que j'aurais quand même préféré, ça aurait été non pas d'avoir le parapluie à droite, mais d'avoir cette fois-ci le parapluie à gauche, car elle a un grand pan de chevelure à droite qui lui cache un petit peu le visage et qui empêche la lumière de venir le frapper. Donc bien sûr, cela fait l'objet d'un traitement avec Photoshop pour égaliser à peu près les niveaux, pour éviter que son visage soit trop sombre. Alors j'aime bien cette troisième image, car si on la compare avec la précédente, on serait même à se demander si c'est la même personne. Nous avons ici quelque chose de plutôt glamour, posé, etc. Et là nous avons un regard bien enfoncé, des petites lunettes, bien sûr, en effet, l'habillement joue pour beaucoup, mais aussi l'attitude. Et je trouve que sur cette image-là, elle a une attitude qui est totalement différente. Elle se sent beaucoup plus exister dans des rôles forts et non pas trop dans des rôles glamour. Cela dit, on ne va quand même pas demander à une adolescente de 16 ans de jouer le rôle d'une femme fatale. Mais en tout cas, dans le rôle de maîtresse d'école ou éventuellement de surveillante d'internat, je la trouve particulièrement efficace. Alors bien sûr, au niveau technique, je garde la même ouverture, les flashs étant parfaitement calés et réglés là-dessus. Et si ce n'est que dans le traitement de cette image, j'ai préféré avoir un rendu plutôt froid. Car en fait, sur la précédente, j'avais placé à gauche le réflecteur avec la face dorée pour réchauffer un petit peu la scène et refaire sortir le côté blond vénitien de sa chevelure. Tandis que sur l'image suivante, il n'y a pas de réflecteur et c'est uniquement le flash contre-jour qui assure l'éclairement de son dos. Et bien sûr, nous retrouvons ici une lumière très très neutre, pas froide, mais vraiment neutre, qui va bien avec la rigueur du personnage joué par Roxane. Ensuite, parmi les choses que nous devions traiter, il y avait aussi la peur. Et j'aime particulièrement cette image, car je trouve qu'elle a vraiment une attitude juste. Au niveau lumière, c'est calé à peu près pareil, même si j'ai dû à peu près déplacer le flash avec le parapluie. Globalement, je me suis retrouvé avec une valeur d'ouverture quasiment similaire, ce qui me permettait d'avoir un assez bon plan de netteté. Alors, au niveau prise de vue maintenant, j'ai dû vraiment m'accroupir carrément à son niveau pour éviter d'avoir des déformations de l'arrière-plan. Je voulais vraiment que tout soit bien plat, bien plan. Donc cela m'a obligé à me baisser très très bas et surtout de faire attention au vertical lors de la prise de vue. Une dernière petite chose que j'ai rajoutée sur cette image, c'est un petit peu de gélatine bleue
pour dramatiser la scène, aller encore plus dans le sens de la peur bleue. Après, maintenant, la prise de vue n'étant qu'une étape, j'ai donc retraité cette image sous Photoshop avec ces textures que j'explique dans un des tutoriels fournis sur ces DVD. Toujours dans le traitement de la peur, j'aime particulièrement celle-ci, car là aussi je trouve qu'elle a vraiment une attitude juste. Au niveau réglage, on reste quasiment pareil, avec une ouverture f9, toujours la gélatine bleue pour simuler la peur. Donc j'aime assez aussi le cadrage utilisé ici, qui est quand même un petit peu diagonal, et qui permet de mettre le spectateur, on va dire, à la place du tortionnaire, qui va visiblement lui donner le coup de grâce avec la hache qu'on peut imaginer sur l'image précédente. C'est en tout cas celle-ci, je l'aime bien. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans cette image, c'est le traitement Photoshop que je trouve particulièrement réussi. Alors bien sûr, il est différent de l'image précédente issue de la même mini-séance, mais ces images n'ont pas été conçues pour être utilisées ensemble, mais pour être utilisé de façon totalement individuelle. Et donc, en tant que traitement spécifique, je trouve celui-ci assez réussi, avec toutes les traces de salissure sur son corps, les traces un petit peu mauves que l'on voit sur son genou ou sur son coude, et ainsi que les textures que j'ai pu trouver et plaquer sur le sol et sur les parois du paravent. Autre image que j'aime bien, c'est celle de la tristesse. Je la trouve elle aussi plutôt réussie. Alors bien sûr, je lui ai un peu coupé la tête, mais ici pour moi cela n'a aucune importance. Ce qui m'importait, c'était surtout de capter son visage et de déclencher à un moment où elle avait quelque chose qui signifiait encore plus les pleurs que la larme qui coule sur son visage. Il fallait que je la saisisse au moment où elle fermait la bouche pour reprendre son souffle dans un sanglot, car en fait, pendant cette mini-séance sur la tristesse, elle pleurait vraiment. Ce cadrage aussi me permet de me servir de sa chevelure pour avoir encore plus de verticalité, encore plus de tristesse, encore plus de lourdeur. Donc pour cela, j'ai dû aussi me baisser assez bas, mais pas trop bas, car je ne voulais pas avoir un effet de contre-plongée. Je voulais surtout être à peu près sur le même plan qu'elle, avec un cadrage un petit peu plus bas. Et je trouve celui-ci assez réussi. Pour le traitement de la lumière, j'ai donc enlevé la gélatine, et lors du développement du fichier RAW, j'ai choisi un réglage me permettant d'avoir une lumière neutre. Ensuite, je terminerai par celle-ci que j'aime beaucoup. C'est Roxane sautant de joie sur un fond d'arbre. J'aime assez cette photo, car quand je vois non pas la difficulté que j'avais à la réaliser, c'est une image qui est relativement simple, il fallait simplement placer le flash avec le parapluie sur la gauche, et le flash muni d'un petit diffuseur sur la droite pour avoir à peu près un contre-jour. Mais ce que j'aime bien dans cette image, c'est que pour la faire au début, nous avions pensé utiliser un trampoline pour que j'aie bien le temps de la saisir en l'air. Or là, elle sautait juste d'un petit talus, et toute la difficulté était de pouvoir la saisir au bon moment. Bien sûr, nous avons fait un grand nombre d'essais, mais au bout du compte, lorsqu'on arrive à obtenir une ou deux images où tout est relativement bien en place, je pense qu'on peut être assez content de saisir une image très fugace comme celle-ci.